L'affaire me paraît jugée d'abord du fait de la sottise du propos. Un peuple libre a une relation critique au pouvoir. Alors, à plus forte raison, le peuple français, qui est l'enfant d'une révolution, hein, qui a été assez loin dans la critique du pouvoir. Donc, je crois qu'il confond, depuis le début, le gouvernement d'un grand peuple et la conduite d'une start-up. Dans une start-up, bon, ben, vous êtes un petit groupe, il y a une idée qui est à l'œuvre, la discipline est terrible, hein, faut pas croire qu'on se marre dans une start-up. On travaille nuit et jour, on évite les critiques subsidiaires, bon. Non, mais un peuple, c'est pas ça. Et le peuple français en particulier. Donc, il n'est même pas vraiment original. Je rappelle cette fameuse phrase d'un critique et d'un opposant de l'époque, je crois que c'était sous le Second Empire, qui disait il y a en France 35 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Bon. Et tout le monde sait que c'est la nature du peuple français. Mais procureur, c'est un mot très rude et qui n'est pas justifié. Alors il se trompe, et puis comme il a des antécédents, on pourrait dire il y a un doute, il a voulu dire que nous étions des gens qui critiquent, mais comme il a déjà parlé des gens de rien, mis en demeure les chômeurs de traverser la rue pour trouver du travail, qui était une manière de les accuser d'être des feignants, il y a chez lui une morgue de classe dont il n'arrive pas à se départir. Alors même qu'on pourrait dire, bon, au début, d'accord, c'est un petit bourgeois parvenu, d'Amiens, qui a sa maison de vacances au Touquet, hein, bon, donc, puis qui a été un financier, donc il a une pratique de l'existence un peu désinvolte. Mais là, quand même, ça fait 3 ans qu'il devrait avoir compris que c'est pas comme ça. Hein, la France, elle est diverse, compliquée, et toujours prête à l'enthousiasme, hein, mais c'est de Barbaste à Lille, hein, la France. C'est pas le Touquet et Amiens. Ce que vous décrivez, des craquements dans la société, mais vous avez parfaitement raison, mais c'est sans fin. C'est-à-dire que toute la société est en proie à quelque chose qui n'est pas la défiance. La défiance, c'est un sentiment. La société est en proie à une réalité. Elle est fracassée par la révolution néolibérale. C'est-à-dire que les relations sociales du néolibéralisme détruisent des professions entières, saccagent des manières de vivre, avec une brutalité qui soulève en réaction des réactions de mobilisation, de colère, qui dépendent des milieux, mais qui ne doivent pas être seulement regardées en disant bah, « tiens, il y a des colères, mais pourquoi ?» Parce que c'est quand on va demander pourquoi qu'on va trouver la racine commune et qu'on va arrêter d'opposer les gens les uns aux autres quand on va chercher des solutions. Autrement dit, on peut rétablir de l'harmonie dans la société, c'est-à-dire entre les êtres humains, si on éteint la cause de leur pulvérisation sociale, c'est-à-dire le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, ça peut paraître être une formule aussi, elle aussi, trop abstraite. Au fond, l'humanité rencontre des problèmes concrets. Point. Se nourrir, se vêtir, s'abreuver, dormir, élever ses enfants, bon bref. Et l'organisation de la société doit répondre à ces questions élémentaires. Et puis arrive un moment où elle n'y répond plus. Et c'est dans ces moments que la croûte de la routine sociale se brise et qu'une énergie qui paraît incroyable, on se dit mais d'où vient-elle? Ben oui, elle vient de l'instinct de survie. C'est une des raisons pour lesquelles, en réalité, nous ne sommes pas dans une ère de défiance, nous sommes dans une ère de dégagisme, parce que ceux qui ont la responsabilité se montrent incapables de répondre aux problèmes concrets qu'ont les gens. Comprenez-moi bien, parce que dans ce pays, il va y avoir une grande secousse, et elle résultera non pas du fait que des gens tout d'un coup se seront emparés d'une idée, je sais pas quoi moi, le socialisme,
que sais-je encore, l'écologisme, je ne sais pas quoi. Non, ça viendra du fait de dire, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tellement intelligent et tout, on n'arrive à rien. Nos commerces sont saccagés, nos vies privées sont saccagées. Maintenant, le saccage néolibéral est rentré dans toutes les familles d'une manière imprévue. C'est plus seulement un fait social. Je veux dire, quelqu'un qui perd son emploi parce ou il est remplacé par un robot ou parce qu'on a délocalisé son entreprise. Il rentre par son inefficacité à assumer les fonctions fondamentales. Les gosses ne peuvent pas aller à l'école et personne n'est capable de répondre à ce problème. Qui plus est, alors même qu'on est en pleine crise sanitaire. Il y a une espèce d'inertie bureaucratique des néolibéraux, et puis continue comme avant. Alors, on est en pleine crise, le président fait des phrases sur il y a des secteurs qu'il faut sortir du marché, nous ferons ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, et puis pendant ce temps-là, les autres, avec leurs petites pattes, ils continuent à supprimer des lits d'hôpitaux, à fermer des hôpitaux, etc., etc. Donc, la défiance dont vous parlez, elle a pour origine une déflagration sociale d'un modèle, et deuxièmement, le fait que la parole officielle est tellement en décalage avec la réalité qu'elle inspire de la méfiance plutôt que de la confiance, et que du coup, comme il n'y a jamais une réponse à peu près claire à une question pourtant claire, comment vivre, tout le monde s'énerve. Justement, vous parlez de méfiance. On a vu les élus cette semaine se montrer très méfiants envers le gouvernement et notamment critiquer la lente arrivée des doses. Véran répond quelques élus ont ouvert plein de créneaux de rendez-vous pensant on me filera bien plus de doses. Mais cela n'est pas possible. Est-ce que les élus font, comme laisse le sous-entendre Olivier Véran, de la politique ou est-ce qu'il manque vraiment de la transparence de la part du gouvernement et du ministre de la Santé ? Non mais faire de la politique n'est pas une honte, je vous en prie. Et faisons attention aussi aux mots qu'on prononce, parce que si... pardon, non mais attendez, vous n'êtes pas le premier à parler comme ça, et j'en fais pas une critique personnelle, j'en fais une critique du discours dominant. Hein. La politique, c'est l'art de se mêler de la vie de la cité. Et dans toutes les cités, en gros, vous avez le gouvernement qui agit par délégation, hein, et puis l'opposition qui fait sa critique. Et le citoyen, lui, il voit les deux et il se fait sa propre conviction. Il peut dire l'opposition abuse, c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou bien il peut dire ah ben le gouvernement, quelle bande d'incapables. Bon. Mais la liberté du citoyen, et d'abord sa liberté de conscience, dépend du fait qu'il y ait ces deux éléments. Une société où il n'y en a plus qu'un, c'est une dictature. Bon, donc, alors il faut accepter. Les macronistes, la plus grande difficulté qu'ils ont, c'est à accepter l'opposition. Et ça résulte de leur vision technocratique de la société. Quand vous êtes dans une entreprise, c'est vrai qu'il y a souvent des discussions sur la manière de faire. Mais finalement, pas tant que ça. Une fois que le process de production est engagé, il y a une manière de faire et pas une autre. Hein. Bon. Si vous êtes un sportif, que vous jouez au foot, si quelqu'un arrive et prétend utiliser le ballon pour une partie de basket, vous allez dire mais ça va pas, c'est pas le sujet ici. Et eux, ils sont dans cet état d'esprit. Ça ne va pas, c'est pas le sujet, taisez-vous, vous êtes politicien parce que vous critiquez. Bah écoutez, le propre d'un démocrate, c'est d'essayer de convaincre les gens. Je pense que ces gens sont des incapables, non pas à titre individuel, mais du fait de leur théorie. Alors, sur la question des vaccins, encore une fois, nous avons une aberration. On nous dit le vaccin ne sera pas obligatoire. Bon, ça tombe bien, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Moi, j'en sais rien ce qu'il faut faire. J'écoute, je compare, je suis comme tout le monde. L'Organisation mondiale de la santé dit il ne faut pas rendre ça obligatoire parce que sinon les gens vont devenir rétifs et vous ne saurez plus où vous en êtes entre ceux qui cacheront qu'ils ne sont pas vaccinés, etc. Bon, ok. Mais après, tout d'un coup, alors on a la liberté de se vacciner ou pas, mais on n'a pas la liberté de choisir son vaccin. Alors c'est énorme quand même. On peut leur dire, mais c'est vous les libéraux en principe, non? Laissez-nous choisir. Pourquoi vous ne nous laissez pas choisir, hein? Parce que vous n'avez pas envie de voir arriver des vaccins qui sont la démonstration de votre incurie, de votre nullité, qui fait qu'en France, il n'y a pas de vaccin alors que nous sommes la nation qui a inventé les vaccins. Si Cuba est capable de faire un vaccin et d'envoyer des médecins, si la Russie est capable, ben c'est la honte pour la France. Alors ils ne veulent pas l'assumer parce que vous connaissez la situation. Pour l'instant, le vaccin est en quantité insuffisante. Il a surtout, avant qu'on sache s'il a protégé quelqu'un, on sait surtout qu'il a enrichi un certain nombre de personnes. Et puis, enfin,
on ne prend pas la mesure qu'il faudrait prendre si l'on pense que ce vaccin est le bon et que on le demande, c'est mettre ça en licence d'office et le distribuer gratuitement. Au lieu de mettre des milliards à réhabiliter je ne sais quelle entreprise qui licencie les gens, mieux vaudrait les mettre à acheter des doses pour que ça soit gratuit pour tout le monde. Et un vaccin, encore une fois je le dis, je le répète, un vaccin traditionnel, un vaccin qui n'exige pas une infrastructure qui demande qu'on maintienne des flacons à moins 60 degrés. Parce que, figurez-vous que comme on ne peut pas avoir les pays partout qui ont les moyens de ce réseautage pour le vaccin, eh bien mes pauvres amis, vous resterez enfermés chez vous, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ramènera la maladie d'ailleurs. Voilà. J'entends parfaitement l'argument de la liberté de choix du vaccin. Mais est-ce que malgré vous, c'est vraiment malgré vous, et c'est pas ce que vous dites, mais vous n'avez pas peur que ça alimente quand même, je sais pas, le complotisme, les antivax, j'ai bien compris que vous n'étiez pas anti-vaccin, hein, mais vous n'avez pas peur que malgré vous, ça alimente ces discours? Non, parce que il faut cesser de prendre les gens pour des imbéciles. Alors c'est vrai, maintenant on a trouvé le mot complotiste. Dès que quelqu'un doute de quelque chose, hop, c'est un complotiste. Non, il y a des complotistes réellement qui pensent que ce sont des extraterrestres qui nous ont infectés, ou je sais pas quoi, ou qu'il y a un complot du pouvoir pour nous rendre tous malades. Tout ça, personnellement, je pense que c'est absurde. Mais douter, c'est la base de tout. Je voudrais rappeler que la pensée moderne, rationnelle, naît de la méthode de Descartes. Quelle est cette méthode? Le doute méthodique. Alors c'est fini, vous voulez plus ça. Vous voulez la certitude. Moi, je voudrais retourner la question. Est-ce que ceux qui mettent en cause l'idée de la liberté du choix du vaccin, quelque part, ne seraient pas en train de faciliter l'accumulation de pognon par Pfizer? Est-ce qu'on pourrait, alors on va dire c'est du complotisme, comment se fait-il qu'une boîte aussi importante que Sanofi ait été incapable de pondre un vaccin, et l'Institut Pasteur? Est-ce que ne rien dire, ce n'est pas une façon de vous dire « Allez les gens, mettez la main à la poche, c'est la fête à Pfizer ». Donc, s'il vous plaît, évitons de stigmatiser le point de vue qui ne vous convient pas. Moi, je ne dis pas que le gouvernement complote au profit du Big Pharma, donc je demande en retour qu'on ne m'insulte pas. Je demande quoi? La licence d'office pour qu'on produise en masse du vaccin pour ceux qui choisissent ces vaccins-là, et deuxièmement, sa gratuité, et troisièmement, la liberté de choix. Voilà, c'est pas un catalogue révolutionnaire que je suis en train de vous faire. Et je suis surpris qu'on me critique, très surpris, au point que je finis par me demander pourquoi. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais on l'a fait de quelle façon? D'abord en ne rajoutant pas dans la pagaille qui existait au premier confinement. Si c'est le premier confinement, personne ne sait le faire. On a présenté des idées. 11 propositions de loi, 4 plans, une commission d'enquête. Résultat, 0. Ils n'écoutent jamais rien. Même pas, vous voyez, dire, ah ben tiens, il parle de ça, ça vaudrait la peine qu'on regarde, tiens, machin, tu veux pas faire ci ou ça. Bon. Nous faisons un plan sur les étudiants, nous l'éditons le 20 mai, rien, pas un mot, pas une réponse, pas que dalle. Alors, on est passé outre, mais on aurait pu, vous savez, on sait le faire, on aurait pu pilonner continuellement en prenant toutes leurs erreurs. Par exemple, quand M. Bruno Le Maire répond en commission à un de mes camarades députés insoumis qui lui dit « mais qu'est-ce que vous attendez pour nationaliser Luxfer? Enfin, c'est quoi votre problème? Parce que Luxfer est une boîte à l'arrêt, l'actionnaire n'est pas là, les travailleurs sont prêts à remettre la machine en route et à fabriquer des bonbonnes d'oxygène qui sont les meilleures du monde. » La troisième fois où on en parle, le maire dit excusez-moi, je ne connais pas le dossier. Bon, on aurait pu dire vous foutez de nous. On n'a pas fait tout ça. Donc on a mis un ton, et je tiens à ce qu'on continue à le faire, qui soit un ton de sortie par le haut, à chaque fois en proposant des choses. Mais après, il ne faut quand même pas exagérer, non? On connaît trop l'affaire, ce vocabulaire, nous sommes en guerre, enfin, tout est grotesque. Grotesque, nous ne sommes pas en guerre. L'ennemi n'a pas de stratégie. C'est nous qui n'en avons pas et que c'est bien un problème. Je veux dire, nous, les Français, nous, notre gouvernement, ne sommes pas en guerre. Nous sommes dans une crise sanitaire. Il faut donc apporter des réponses sanitaires à la crise sanitaire. Et eux en profitent
pour, à l'inverse, je ne sais pas si vous leur avez posé la question, vous pourriez leur dire, mais dites, est-ce que vous n'en profitez pas pour normaliser la société à votre sauce? Parce qu'une loi après l'autre, c'est toujours moins de liberté. Alors, on a deux possibilités. L'une qui est de dire c'est voulu, c'est calculé. Et de ce point de vue, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de bruit, et en réalité, il ne se passe rien. Ça entretient une ambiance de peur, de méfiance, de bon. Le risque de cette façon de faire, c'est qu'à la fin, plus personne ne croit à rien. Et où on n'écoute plus. Bon. Ou on n'écoute plus que les messages super alarmistes. Alors ça, c'est la première possibilité. Ils ont calculé ça 200 fois. Deuxième possibilité, ils ne maîtrisent pas vraiment ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont lancé une manière de faire, et puis maintenant c'est devenu une routine pour eux, et ils sont hors de contrôle. Des personnages épuisés psychologiquement. Je sais qu'on ne met jamais ce paramètre, sauf pour moi, de l'action politique des autres. Mais l'épuisement, ça existe. Dans l'histoire, c'est un facteur extrêmement important de la qualité des dirigeants. Moi, je ne peux pas arriver à comprendre que le président, par exemple, pour ne pas parler du ministre de la Santé, qui est vraiment exposé à un rythme de vie, dire quoi qu'on pense, hein, qui est terrible, plus une menace non moins terrible, c'est que comme il a été perquisitionné à domicile, maintenant tout le monde a peur des juges qui vous tombent dessus pour l'action politique que vous menez. Vous ne le savez peut-être pas, vous autres les gens qui m'écoutez, mais ils ont peur. Alors il y en a que ça réjouit, pas moi. Moi je pense qu'on ne prend pas les bonnes décisions quand on a peur. Bon, alors ils se sont embarricadés, enfermés entre eux. Conseil de défense pour prendre les décisions. Pourquoi conseil de défense? Tout le monde devrait rire. On fait la guerre à un virus, on plaisante. Dans le conseil de défense, il y a des militaires normalement. Les militaires, ils ont d'autres talents, mais pas forcément sanitaires. Vous me comprenez? Pourquoi ils font ça? Ben parce que c'est le secret défense, donc personne n'a le droit de dire ce qui se raconte là-dedans. Qui a décidé quoi? Pardon, mais je veux terminer là-dessus. C'est le fond de l'affaire. Vous diriez, comme Édouard Philippe avait dit à l'époque, qu'ils gèrent leur risque pénal. Ils gèrent un risque juridique et ça épaissit le mystère qui entoure les raisons de leurs décisions. Des fois, les membres du gouvernement ne savent pas ce qui va se passer. Ils le découvrent en regardant la télé, parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres pour en parler. Donc tout ça nous amène à une situation très malsaine où la communication, je ne suis pas sûr qu'ils la maîtrisent. En tout cas, elle produit un résultat, c'est de faire du bruit. Et ce bruit entretient une ambiance générale de peur et de méfiance, et surtout empêche de réfléchir sur un tout petit peu de distance, quoi. Évidemment. Et Ruffin a parfaitement raison. Alors après, chacun choisit les mots, le niveau de piquant qu'il veut donner à un mot, et moi j'encourage ça parce qu'il faut que la langue garde sa force. Et il y a une tendance à la standardisation d'expressions politiques avec ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Et moi, j'invite les insoumis à se moquer de ce genre de règles et à n'en tenir aucun compte. Alors évidemment, des fois, ils nous en cuit, mais d'autres fois, ils en cuit à ceux qui nous font des procès sur le sujet parce qu'ils sont ridicules. Bon, maintenant, j'attends de voir, par exemple, ce qu'ont à dire ceux qui trouvaient excessif que j'ai parlé de méthode, on m'a évolué le propos, je n'avais pas l'intention de le rendre public, de méthode de barbare à propos des violences policières. Donc depuis, je suis certain qu'une masse de gens pensent qu'en effet, ce sont des méthodes civilisées. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc des fois, l'adversaire commet des erreurs à jouer à ce petit jeu absurde qui consiste à prendre des mots. Ruffin parle de dictature sanitaire, pourquoi? Parce que les choses se passent exactement comme on avait dit que ça se passerait dans l'hémicycle. On avait l'état d'urgence. Ils nous ont dit « Ah, c'est pas possible de continuer toute la vie à vivre dans l'état d'urgence. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'état d'urgence? Non, on le met dans le droit commun. Comme ça s'appelle plus d'urgence, mais c'est toujours pareil. Et la crise sanitaire a fait la même chose. Au nom de la crise sanitaire, on a décidé toutes sortes de choses qui sont liberticides. Et ça va de fil en aiguille de plus en plus loin. De plus en plus loin. Donc oui, le gouvernement, moi j'ai d'abord parlé de dérive autoritaire. Je pense que nous sommes maintenant dans une relation autoritaire du pouvoir à la société qui se traduit par
une volonté tout à fait claire de ne rien faire d'autre que de donner des ordres, confinement, déconfinement, faites ceci, faites cela, et d'interdire toute forme de critique, soit en la faisant passer pour complotiste, soit en la rendant impossible. Donc la dérive autoritaire du régime est une évidence. Ceux qui n'y croient pas, là, ce n'est pas le cadre de cet entretien, mais nous pourrions faire la liste de toutes les libertés qui ont reculé en France. Hein. Alors, finalement, figurez-vous que ça commence à faire vraiment beaucoup. C'était déjà le cas, en fait, quand il y a eu les attentats de 2015, sous le quinquennat Hollande, où on a utilisé une circonstance qui était celle du terrorisme pour introduire des lois liées au terrorisme, à l'état d'urgence, sur lesquelles nous ne sommes jamais revenus. Oui, c'est ça. Mais ils continuent. Quand ils ont fait l'état d'urgence sanitaire, on leur a dit, mais on vous connaît, vous allez mettre ça dans le droit commun. Et en effet, il y en a un qui a dit, oui, il faudra y réfléchir. Bon. Mais à chaque fois, moi, ma réponse, elle n'est pas abstraite et idéologique. Je leur dis, ben bon, alors vous nous avez fait voter 30 lois antiterroristes, puisque le terrorisme, c'est quand même ce qui frappe le plus. 30 lois. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quel est le bilan? Est-ce que ces 30 lois ont amélioré notre sécurité? D'ailleurs, depuis la première qu'on a votée, qui devait tout régler, est-ce qu'il y a plus d'attentats? Vous connaissez la réponse comme moi. Donc, ils ne se soucient même pas de savoir si ça a une efficacité ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est au nom des lois antiterroristes qu'on a arrêté des militants écologistes, qu'on a interdit à des militants syndicalistes d'aller en manifestation, etc. Donc, les soi-disant lois antiterroristes doivent peut-être, je n'en sais rien, ici ou là permettre l'arrestation d'un assassin, mais on ne sait pas. Hein. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on voit l'impact sur la vie démocratique du pays. Et un préfet comme le préfet allemand ne pourrait pas agir impunément comme il le fait s'il n'y avait pas tout cet environnement liberticide et cette tendance à l'autoritarisme. Les règles contraignantes, on a aussi les étudiants, la jeunesse qui les subissent de plein fouet, de manière très violente. Il y a une journée de mobilisation nationale mercredi et le chef de l'État a annoncé hier plusieurs mesures pour améliorer le quotidien, réduire la précarité, retour en présentiel 1 jour par semaine, 2 repas par jour à 1 euro et un chèque psy. Est-ce que c'est une réponse à la hauteur de la détresse des jeunes? Bon, normalement, quand on est un opposant, on dit non. Hein. C'est toujours ça de prix, mais c'est pas le sujet. Nous leur avons proposé le système de la rotation. Il faut le faire. On ne peut pas se construire comme être humain dans une relation purement utilitaire, soit économique, soit relation au savoir. J'ingurgite et je me tais. Chaque âge de la vie a ses exigences. Hein. Je veux dire, c'est pas seulement la jeunesse, elle se construit. Les gens qui avancent en âge ont besoin du lien social. Non mais on n'en parle pas assez, mais l'isolement des personnes âgées est une manière de les détruire. Parce que c'est pas parce que vous êtes âgé que vous n'avez plus besoin des autres. Mais pas seulement pour s'occuper de vous, pour parler, pour avoir une relation sociale. Depuis Aristote, on sait que l'homme est un animal social. Je dis Aristote parce que c'est lui qui donne la phrase dans notre tradition intellectuelle. Bon, donc c'est une négation de ce caractère-là. Donc pour les jeunes gens, leur problème est de plusieurs natures. Premièrement, établir un lien social qui leur permette d'exister comme personne. Vous n'existez pas comme personne enfermé dans un bocal. Un poisson rouge dans son bocal n'est pas un poisson, c'est une chose qui tourne. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est. Les étudiants ont besoin de ça. Donc il faut rendre possible la vie commune dans la période de l'épidémie. Alors ça veut dire des cours en présentiel, mais aussi des commerces ouverts où on rentre par petites quantités et en faisant la queue dans la rue. Ça veut dire aussi réouvrir les bistrots, ça veut dire aussi réouvrir les salles de spectacle et qu'on en finisse de cette situation invraisemblable, puisque c'est dans les salles de spectacle que la situation sanitaire est la mieux maîtrisée, ce qui n'est pas le cas d'un quai de métro. Et puis après, il y a ça c'est le premier aspect, l'être humain. Deuxième aspect, c'est le caractère social. Hein. Monsieur Macron découvre que plus de 50% de la jeunesse étudiante est obligée de travailler pour suivre ses études, alors que le boulot d'un étudiant, c'est d'étudier. Hein. C'est pas autre chose. Bon. Alors, est-ce qu'il a compris que la précarité a plongé les gens dans la misère? C'est ça qui s'est passé. Dans la misère, et surtout dans ce qui est peut-être pire que la misère, c'est qu'il n'y a plus de bout au tunnel. On ne sait pas quoi faire. Celui qui avait son petit logement, son machin, ne sait pas comment le payer, etc., etc. Donc, il faut répondre. Alors, premier truc, rétablir
les lieux de sociabilité en les rendant conformes aux exigences de la pandémie. Deuxième élément, permettre aux gens de vivre. Alors, il y a une solution qui est, puisque c'est une situation exceptionnelle, je serais d'accord pour dire, c'est pas définitif, on parlera à la fin de ce qu'on fait. C'est le RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. Alors moi, Vous y êtes favorable, mais pas de manière pérenne. Non, mais non, bien sûr que non, parce que j'ai d'autres solutions de manière pérenne. Mais en tout cas, là, on est dans l'urgence. Et alors, la réponse est affreuse qu'il aura été faite. C'est dire, oui, c'est pas vrai, les jeunes, ce qu'ils demandent, c'est pas une allocation, c'est du travail. Ben alors donne-leur du travail, puisque tu veux pas leur donner une allocation. Ah non, tu n'en as pas. Donc tais-toi et donne l'allocation. Tout ça ne tient pas debout. Et puis c'est extraordinairement méprisant. On a l'impression qu'ils disent, veulent rien fiche et avoir des sous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais moi, je dis, le rôle de l'étudiant, c'est d'étudier. Donc, je ne demande pas, moi, que les jeunes aillent se trouver un travail. C'est pas ma manière. Alors, quand ils sont en études, on investit. Je rappelle pour tous ces gens qui font des calculs à la noix de court terme que la force des nations, c'est le niveau de qualification des individus qu'ils composent. C'est ça, numéro un. D'accord ? Alors, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de ci, on n'a pas de là, mais au moins, on a de la matière grise. Donc, c'est un investissement pour l'avenir. Entre les gosses qui n'ont pas pu aller à l'école et qui ont décroché, je parle dans le suivi scolaire, hein, je ne parle pas qui ont quitté l'école, etc., qui sont ceux qui étaient au CP, CAP c'est mes vieux souvenirs, au CP, le cours préparatoire, c'est les bacheliers de l'an 2031. Il faut réfléchir là, hein, c'est l'avenir qu'on est en train de discuter là. Les jeunes gens qui n'iront pas à l'université, qu'est-ce que vous vous attendez de ce pays ? Comme chez les maoïstes, là, la révolution culturelle, et puis 10 ans à rattraper les dégâts. Qu'est-ce que je dis 10 ans ? Bon, donc, il faut qu'ils puissent étudier. Alors, ou vous leur donnez un boulot d'intérêt collectif, je veux dire, par exemple, on en recrute 100 000 et on leur dit, direction, les écoles, vous allez aider les enseignants, et puis, en échange de ça, on vous donne de quoi arriver à vivre. Bon, ben, vous mettez dans votre emploi du temps que vous ferez ça. Ou bien vous leur dites, ah ben non, je ne peux pas faire ça, pour des raisons X, Y, Z, et je vous donne l'allocation qui existe, le RSA. Alors, à titre provisoire, parce qu'il y a une discussion sur le RSA, personnellement, pour 18-25 ans, non, je suis pour une position où tout le monde fait quelque chose d'utile à la société et est rémunéré pour ça. Alors, surtout la jeunesse étudiante, parce que c'est le top niveau de notre pays, hein, bon, en instruction, tout ça, bon. Donc ceux-là, il faut les utiliser. Là, nous avons des tâches de récupération intellectuelle à l'école. Bon, allez, il nous faut des étudiants qui sont en année de licence pour aller aider les enseignants dans telle discipline, ou peut-être dans un établissement, oui, voilà, faire, je sais pas, moi, si vous prenez des jeunes gens qui sont en licence d'histoire, bah, par exemple, ils vont donner la main aux profs d'histoire d'un lycée pour aider ou faire des sous-groupes, que sais-je encore, sous la direction du prof, évidemment, parce que enseigner, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Voilà comment moi je vois les choses. Mais je trouve que lui, bon, voilà, il ne sort pas de son discours, on donne des chèques, mais c'est pas ça qu'on vous demande. Bon, c'est bien si les gens ne meurent pas de faim, tant mieux, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le statut de l'étudiant, la manière de vivre ensemble, voilà. Et alors le chèque psy, alors là, c'est le pompon, là. D'abord, observons que quand on dit on fait une campagne présidentielle, on me dit « Ah, c'est pas le bon moment ». Bah si, c'est le bon moment, parce qu'on parle de politique tous les jours, les places à l'hôpital, tout ça. Mais quand c'est la pandémie, c'est le bon moment pour se mettre à taper sur les musulmans. Parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il ne faut pas raconter blablabla, les grands, c'est pas vrai. C'est une loi contre les musulmans. Pourquoi ? Pour faire des musulmans l'ennemi commun de la société et créer un affect commun dans toute une partie de l'espace politique, qui va de l'extrême droite jusqu'à la limite du Parti socialiste. Tout le monde est là. Les musulmans ceci, les musulmans cela, racontent n'importe quoi. Il s'agit de les stigmatiser. Et le plus grave, c'est évidemment le paquet que Macron voulait faire, grâce à ce type de loi, qui allait de l'extrême droite à lui. Et il a cotisé. Des propos incroyables sur... Après, je vous dis comment ils font.
des propos incroyables. Et puis à la fin, le petit coucou à l'extrême droite, pas aux électeurs du Front National, en disant oui, bon, Pétain et Maurras, il ne faut pas faire des histoires avec ça. Bon, Pétain, c'est un grand militaire, et Maurras, il écrivait bien. Bon, le premier était un traître à la patrie, et le deuxième, un antisémite qui proposait de déporter les gosses. Bon, non, mais il l'a fait, il le sait pourquoi il l'a fait. Parce qu'il veut adresser un signal. Et c'est infâme d'avoir fait ça. Parce que cette frontière-là, si vous voulez, c'est celle que tout le peuple français est prêt à accepter. Non, nous n'avons rien à voir avec ça. Alors, après, comment ils procèdent? Alors, quand ils ont délimité leur petit camp, il y a d'un côté eux, les bien-pensants, et de l'autre côté, les islamo-gauchistes. Vous voyez, comme ça, c'est simple, la vie est bien organisée. Et alors, lui, il dit, ah ben finalement, Pétain, tout ça, on peut comprendre, et puis les Arabes, on les aime pas, les musulmans non plus. Et puis, eh ben, Madame Le Pen, elle n'a plus qu'un petit mouvement à faire pour être du bon côté de la barrière. C'est dire, ah ben oui, puis finalement, vous savez, l'Europe, c'est pas si mal que ça. Elle l'a fait. Donc, vous avez là un vaste camp qui se construit, hein, qui est à peu près comparable à ce qu'était autrefois le fait qu'on rejetait tous l'extrême droite. On ne voulait pas de l'extrême. Tout le monde était d'accord. La droite, la gauche, l'extrême gauche, les qui n'avaient pas d'avis. Tout le monde était d'accord là-dessus en disant ah non, ça, non, on ne veut pas. Le racisme, tout ça. Pas. Et ils ont essayé de construire un autre ensemble et de le dominer. Oui, oui, bien sûr, tout est à jeter, absolument. Il n'y a rien de bon, ça ne sert à rien, ça ne changera rien, ça va aggraver les relations, ça va blesser beaucoup de monde dans le pays, ça ne sert absolument à rien. Alors est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème, le Concordat, qui existe toujours en Alsace-Moselle, où on paye les ministres du culte. Ah, pas tous. Les rabbins, les pasteurs, les curés. Mais les imams, non. Bon, je ne vais pas demander qu'on paye aussi les imams, hein. C'est pas ma demande. Moi, je demande que le vrai séparatisme, il y a un parti du territoire qui est concordataire et pas l'autre, on unifie, tout doit être soumis à la loi de 1905. En Alsace-Moselle, en Guyane, mais les gens ne savent pas que là-bas c'est le statut de Charles X, qui continue à s'appliquer. Alors il y a un problème. Ensuite, pourquoi a-t-on fait tout ce cirque? Pour dire qu'il y a une tentative d'infiltration et de conquête, peut-être, des pouvoirs par des courants politiques qui se réclament de la religion. Ah oui, ça c'est un problème. Mais on ne le combat pas en lui donnant la victoire. Quelle victoire est-on en train de lui donner, M. Macron, qui n'avait aucune expérience tirée de ce qui s'est passé dans le monde? C'est que vous dites que être musulman, c'est devenir, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins rapidement, un suppôt des islamistes politiques et, à la fin, du terrorisme. Or, nous savons tous que terrorisme et islamisme politique, c'est pas la même chose. Islamisme politique et islam, c'est pas la même chose. Mais toutes ces subtilités, lui qui fait tant de fois le malin à dire l'esprit de finesse, il n'a pas beaucoup l'esprit de finesse. Et or, dans des sujets aussi délicats que celui de la foi, de la pratique religieuse, il faut agir avec délicatesse, avec respect des consciences. Cette loi ne sert à rien qu'à ficher la pagaille, aggraver l'emprise des églises sur les biens matériels et à stigmatiser les musulmans. Nous allons donc la combattre de début à la fin, et je le redis, puisqu'ils veulent faire les malins à faire une loi laïque, nous ferons des dizaines de propositions de vraiment laïcisation de l'État. Mais je vais vous dire, il y aura deux discours. Il y a celui du texte, ce que vous allez entendre dans notre bouche, et puis il y a les autres, qui pendant 15 jours vont insulter les musulmans dans l'hémicycle, sans arrêt, à les mettre en cause pour ceci, pour cela. C'est une attitude absurde, hein. Et alors, de temps à autre, il y en a qui sont pris d'un regret, ils disent « Oh non, non, mais on ne vise pas les musulmans. » Oui, bien sûr, on se demande qui vous visez alors, hein, si ce n'est pas les musulmans. Non, c'est vraiment une très mauvaise action qu'ils font là. Elle n'est pas respectueuse de la foi d'une partie des Français, et elle est abusivement servile à l'égard des églises. Il ne fait pas rire, mais le dessinateur en question ne me fait jamais rire. Il est odieux. Il a tenu des propos sur les gilets jaunes, sur la CGT, c'est odieux. Mais dans le monde, il favorise ce type de dessinateur, Plantu, Gorce, c'est-à-dire des gens qui sont odieusement antisociaux et en général, odieux, quoi. Mais après, attendez, deuxième problème, moi je vous donne mon avis. Mais pour autant, je suis pour la liberté de créer. Bon, par exemple, je ne suis pas d'accord avec les caricatures
que je vois dans Charlie, mais je dis, ils ont le droit de les publier, y compris des caricatures de moi, particulièrement offensantes et insultantes. Bon, ils ne me font pas rire, bon, je le dis, mais je suis pour qu'ils puissent le faire. Donc la liberté, c'est pas la liberté d'être d'accord, c'est la liberté par les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Hein, faut qu'on se rappelle tous de ça. Donc la liberté d'expression est non négociable. Deuxième élément, maintenant, c'est le dessin dans le monde. Bah, le monde est libre de ses décisions, non? Il n'a pas dépublié. Il n'a pas arraché le dessin en disant non, on ne veut plus que vous voyez ça. Bon, on a publié ça, disent-ils. On pense que c'est une erreur et on s'en excuse. C'est leur liberté éditoriale. D'accord? Alors, si dans le contrat de M. Gorce était marqué je fais ce que je veux tout le temps comme je veux, bon, on peut dire vous n'avez pas respecté votre propre contrat. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on lui a dit vous devez vous situer dans la ligne éditoriale du journal Le Monde, Le Monde garde le pouvoir. Par conséquent, je n'estime pas que ce soit de la répression de la liberté. C'est la liberté du journal Le Monde d'avoir une ligne éditoriale et de vouloir la respecter, et parfois, quand il a l'impression qu'il n'y est pas resté, de dire on est désolé, c'est pas notre ligne. Mais Gorce a démissionné suite aux excuses du Monde après la publication du dessin, et certains dénoncent de la cancel culture. C'est un terme à la mode depuis un an qui est venu en France, l'annulation, l'interdiction, le boycott. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une américanisation sur des débats sur certains sujets, comme certains l'expriment? En général, l'américanisation est un processus constant. Avant, ça mettait 10 ans, puis ça s'est raccourci, 5 ans, 3 ans. Maintenant, on est à peu près, ça prend 2 ou 3 ans. Nous ne sommes pas non plus sans influence sur certains secteurs de la pensée nord-américaine, tant mieux, hein. Mais bon, c'est traditionnel. Donc oui, nous sommes, et vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis, et puis vous savez que ça se passera en France dans quelques temps. Donc la banalisation à la fois de comportements, inquisitoriaux, pas ci, pas ça, on ne doit pas parler comme ça, on ne doit pas dire ça. Bon, moi j'en suis continuellement victime de ça. Mais personne n'a encore réussi à me faire fermer la bouche, même en m'envoyant en procès. Alors, on n'est pas encore aligné sur les États-Unis d'Amérique, mais il y a un peu cette tendance-là. Mais après, écoutez, c'est normal qu'il y ait des problèmes dans une société, mais enfin c'est incroyable, vous riez quoi? Que le jour, la nuit se succèdent et le loup et l'agneau allant se désaltérer côte à côte. Ça n'existe pas, ça. Nous sommes dans des sociétés qui bougent, qui remuent, et à chaque moment, on doit se dire, comment on fait d'après nos principes. Donc, il y a une certaine tendance à la normalisation du discours politique, et social, et culturel, et en même temps, il y a un retournement de tendance qui s'observe dans les profondeurs des consciences, en faveur de grands thèmes sur l'égalité, sur la protection, l'harmonie avec la nature et tout. Donc ça va, notre époque bouge. Bon, si le Monde ne veut pas publier, je trouve ça quand même incroyable. Ça leur fait rien, comme c'est des questions sociales, hein. Quand Plantu compare un cégétiste à un terroriste islamiste, pas de problème, pas d'excuse, rien du tout. C'est normal, c'est la ligne éditoriale du journal Le Monde. Et quand on parle du problème de l'inceste, alors là, des excuses, etc. Alors, faut-il en parler de cette manière-là? Personnellement, je ne trouve pas ça de bon goût dans le dessin. Il y a des moments, en ce moment, surtout le journal Le Monde exerce une sorte de magistère moral pour certains milieux. Donc, dans ces milieux-là, il ferait bien de réfléchir, C'est pas le moment d'en rigoler. Bon, alors peut-être qu'il faut en rigoler après. Pour ceux qui se rappellent de Harakiri de la première période, évidemment, il faut avoir un certain âge pour s'en rappeler, mais enfin, c'était incroyable. Il y avait vous savez, les présentoirs avec les affiches du numéro paru dans la rue, mais tout était horrifié. Et eux-mêmes, ils disaient, on est bêtes et méchants. Rien que le titre, c'était déjà une provoque à l'époque. Comment pouvait-on vouloir être bête et méchant? Bon, par définition, l'humour grince, faut quand même le dire. Qu'est-ce qui fait rire? Si ma chaise s'effondre, vous rigolerez. Parce qu'une chaise, on s'assoit et elle ne s'effondre pas. Pourtant, je peux me faire très mal, mais on ne peut pas s'en empêcher. Alors, il y a certaines choses qui font rire et d'autres non. Donc, le rire est toujours dans le décalage, et dans le décalage de ce qui tourne mal. Voilà. Bon, prenons-le comme ça. Le Monde est libre, le journal Le Monde, de passer dans sa ligne éditoriale ce qui lui convient, et lorsqu'il estime que
ça n'est pas conforme à ses valeurs ou à sa manière de voir, il a le droit de le dire, et je trouve que c'est crier un peu vite et un peu fort à la censure, dans un cas qu'il ne mérite pas. Qui plus est, on connaît les dirigeants du monde, moi je sais bien quelles sont mes divergences avec eux, mais je ne profiterai pas de l'occasion pour leur faire un mauvais procès. Parce que j'ai évalué la situation. J'ai compris. J'ai toujours fait des campagnes longues. En général, je démarre un an avant. Les 2 autres fois, je démarrais un an avant. Pourquoi? Parce que ce dont nous avons à convaincre le grand nombre est un peu compliqué. Et c'est un changement complet. Donc il faut du temps pour créer une base solide qui s'y retrouve, qui a été bien meurtrie par tous les événements qui ont eu lieu. Bref. Ensuite, j'ai acquis la certitude qu'il y aurait une candidature socialiste et une candidature verte et peut-être même une candidature communiste. Donc les simagrées auxquels j'assistais, j'ai compris que c'était des simagrées et que personne n'avait l'intention de proposer aux autres une candidature commune. Donc il faut construire. Voilà pourquoi on est parti plus tôt. Et j'ai obtenu le résultat tactique que j'en attendais, c'est-à-dire que la bonne société s'est précipitée pour dire « Ah, ce n'est pas le bon moment, nous sommes en pleine crise de ceci, de cela », bref. Et ils n'ont pas vu l'essentiel, qui est que des bons moments, il n'y en a jamais. Il y a le moment efficace. Et le moment est efficace, pourquoi? Parce qu'il a précipité le rythme de tous les autres. Et en précipitant le rythme de tous les autres, il les oblige à mettre sur la table, plus tôt que prévu, leurs intentions et leurs programmes. Donc, à organiser le débat plus tôt. Alors, il n'y a pas de campagne présidentielle aujourd'hui en France, elle n'existe pas. Nous sommes en campagne présidentielle, mais la campagne présidentielle, elle n'est commencée que dans les secteurs de la gauche traditionnelle. Et quasi instantanément, le paysage s'est aussitôt organisé. Alors, comme l'a dit Jadot, qui a quand même un bon coup d'œil électoral, il dit il faut trouver un espace entre Macron et Mélenchon. Donc voilà, il y a une dispute aujourd'hui pour occuper l'espace entre Macron et Mélenchon, c'est-à-dire les gens qui seraient des macronistes déçus. Moi je peux rien pour eux, parce qu'en général, c'est pas de mon côté qu'ils regardent. Et il y a une compétition pour les structurer. Moi, mon rôle, c'est pas, je sais pas quoi, les macronistes déçus, je sais pas quoi. Mon rôle, c'est d'essayer d'entraîner dans la lutte, dans l'adhésion, dans le vote, des masses abstentionnistes qui, de toute façon, ne verraient pas d'un bon œil qu'on se mette tous d'accord, à condition de ne parler de rien d'important. Mais ça changerait tout. Je suis d'accord pour dire que la dispersion ne nous aide pas, mais l'union, c'est au prix de la clarté. J'y reviens. Mettez que je m'entende avec les socialistes. Après tout, j'ai été 32 ans membre de leur parti. Alors on pourrait dire, allez, on va se mettre d'accord. La 6e République, ah non, ils veulent pas. Ah bon? L'Europe, la sortie des traités, ah non, ils veulent pas. Et ainsi de suite. La planification écologique, quelle horreur, la planification. C'est une manière de me... Donc on ferait l'union à condition de ne parler de rien. Et on viendrait quoi? Dire Macron, quelle horreur, Madame Le Pen, quelle horreur. Et on recommencerait à voter contre alors que c'est le moment de voter pour. C'est-à-dire de construire une idée du futur. C'est pour ça qu'on a démarré notre campagne sur le thème « Nous sommes pour ». Et que j'ai choisi une méthode, après d'investiture, les gens me parrainent, en signant sur le site noussommespods.fr, ils me parrainent parce que c'est le début de ce commencement de campagne d'adhésion à une idée, à un programme. Voilà. Alors, après, on me dit, ah oui, alors on n'arrête pas de me dire, mais quand même, si vous étiez tous ensemble, vous accéderiez au 2e tour. Non, je ne crois pas, parce que quand il y a des sondages, ça montre que celui qui pourrait représenter tout le monde ferait moins que l'addition de tous les autres. Donc c'est absurde. Pourquoi? Parce que le pays en manque. Ma stratégie, donc, c'est une stratégie de la dynamique de l'adhésion. Alors on va essayer d'être moins cruel que d'habitude. Quand vous proposez un programme, il s'adresse à tout le monde. On ne peut pas dire « je viens avec mon programme, les gens de droite, rentrez chez vous, ça vous est quoi ?» Non. Donc, qu'on propose un programme à tous les électeurs, oui, c'est normal. Qu'on propose de combiner avec les partis de droite, pardon, mais non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont de droite.
Donc quand ils discutent, ils ont le droit, c'est pas une injure pour moi, hein, c'est une qualification politique. Donc ils discutent, vous allez marquer, on va augmenter le SMIC. Ah, non, non, pas question. Bon, très bien. On va rétablir l'ISF. Ah non, non, pas d'histoire. À pas rétablir c'est ça qu'ils vont dire. Donc, de quoi voulez-vous qu'on parle? Et puis, est-ce que c'est utile? Mais non, il faut que les Français puissent. Il y en a qui sont de droite, familialement, traditionnellement et intellectuellement, il faut qu'ils trouvent leur content. Après, quand quelqu'un a gagné l'élection, il met son programme en œuvre. Bah, vous avez des gens qui peuvent dire bah, on est d'accord avec rien. Mais là-dessus, oui. Donc on vote avec vous. Bah, ça, c'est bien. Dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, on a voté je ne sais combien de fois des amendements en commun avec les uns, les autres. Bon, ça ne dérange pas. Mais la tambouille, la magouille, la ratatouille, non. Parce que les gens n'ont assez de voir un spectacle comme ça. Et je vais vous dire, je dors tranquille parce que je sais que c'est impossible. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a déjà d'autres qui ont essayé avant et que ça mène nulle part. Et puis, M. Montebourg peut toujours discuter avec M. Bertrand et M. Bertrand avec M. Montebourg. Il y a un moment où il y en a un des deux qui est candidat et pas l'autre. Parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir mené toute cette tambouille? Bon. Donc, je fais confiance, moi, à Arnaud Montebourg pour être courtois, civil, mettre en avant des idées. Tout le monde peut s'intéresser à la réindustrialisation du pays. C'est pas mal qu'il ait réussi à arracher ça à M. Xavier Bertrand, avant que moi je passe pour rappeler qui est M. Xavier Bertrand et qu'est-ce qu'il défendait dans l'hémicycle quand il était au gouvernement, parce que tout le monde ne doit pas oublier qu'il a été ministre du Travail, et que donc un certain nombre des mauvais coups que les travailleurs ont reçus les doivent à ce monsieur. C'est normal, il défendait son idée, il était au gouvernement. Donc moi j'ai confiance, je me dis, Montebourg n'ira pas plus loin que la tasse de thé et les biscuits qui vont avec. Et puis après, bah, il va revenir à la maison comme tout le monde, quoi. Vous savez que nous sommes, il y a à peu près 15 ans, le groupe intellectuel qui m'entourait, nous avons tourné et compris que l'écosystème compatible avec la vie humaine étant un et indivisible, l'écologie, au lieu de nier, comme certains le prétendaient, l'idéal socialiste auquel nous avions voulu notre vie, au contraire le renforçait. Et même avait un goût de communisme qui nous convenait. La définition des biens communs, la propriété collective des biens communs. Après, on est passé à la planification écologique en disant, bon, écoutez, on ne pourra pas, comme c'est là, passer à autre chose sans qu'on organise. Tout le monde comprend ça. Ils ont un mal de chien à se dépatouiller de ce mot qui, au début, faisait peur, et maintenant, il y a même un haut commissaire. Mais ça reste abstrait. Alors les gens se disent, ouh là là, mon Dieu, on a compris, monsieur Mélenchon, les forêts qui prennent feu, la déforestation là-bas, le machin, le ci, le là, la pourriture dans le sol, l'air qui est bon, bref. Mais, ça paraît asphyxiant. On ne sait pas par quel bout attraper le problème. Précisément, nous on dit qu'il faut l'attraper par un bout qui est celui de la qualité de l'eau. La possibilité d'avoir de l'eau potable et de l'eau dans la nature dans des conditions maîtrisées. Nous partons donc du cycle de l'eau, parce que toute la vie est faite d'eau. Et c'est un fil conducteur à chaque étape. Le cycle de l'eau commence dans la mer, continue dans l'évaporation des nuages, se poursuit par la pluie, l'eau rentre dans le sol ou elle passe dans les rivières. Donc nous pouvons la suivre tout le long, elle est pompée, elle est utilisée, elle est nettoyée ou pas. Donc dans ce cycle de l'eau, nous allons poser les problèmes de l'écologie de manière concrète et globale. C'est-à-dire pas par petits bouts. Et quand vous commencez avec le cycle de l'eau, bah vous dites je veux de l'eau potable. Ah ben zut, qui c'est qui la produit? Les boîtes privées ou le collectif? Ensuite, ça y est, j'ai mon verre d'eau, qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle est pourrie? Ah ben oui, elle est pourrie. Ah bon? À cause de quoi? Les glyphosates, les pesticides. Donc vous voyez comment à partir de la question de l'eau, les autres questions se posent d'une manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus sensible. Donc nous allons, nous, être le parti de l'eau, le mouvement de l'eau. Nous allons introduire, notre idée est d'introduire dans notre sigle le fameux phi, qui est phi, philosophie, phi, harmonie, dans la goutte d'eau, et j'estime qu'on aura alors à ce moment-là un symbole absolument complet du mot d'ordre, lui très abstrait, l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Je pense, si vous voulez, de ce point de vue, je suis assez classique, c'est que mon programme politique s'inscrit dans une tradition philosophique de long terme. L'eau, alors on a donc
proposer une commission d'enquête parlementaire, parce que la manière avec laquelle l'eau est traitée dans notre pays pose problème. Hein. Et c'est Mathilde Panot qui va présider. C'est quelqu'un d'extrêmement énergique et déterminé. Vous savez, c'est elle qui a organisé un référendum citoyen sur le nucléaire. Et cette femme, avec 3 bouts de ficelle et 4 bouts de laine, elle est arrivée à faire voter 300 000 personnes. Bon. Donc c'est un personnage d'un engagement total. Alors voilà, nous on va faire ça. L'eau. Alors, je balaye d'abord les blagues, hein, d'accord. L'eau, ça fait rouiller, on n'est pas des ennemis du vin pour autant. Hein, bon, mais non, on peut rire, voilà, c'est la France. Hein. Donc, quand j'ai expliqué ça à mes camarades à Marseille, ils m'ont dit oui, tu sais pourquoi c'est important. Bref, tout le monde rigole. Alors, cette rigolade me convient, mais le thème, lui, est extraordinairement sérieux parce que, et quelque part, vous voyez, j'ai une espèce de remords de la campagne de 74, je pense, quand Dumont, qui était le candidat écolo, a pris un verre et a dit « ça sera bientôt une matière rare ». Alors nous, on rigolait comme des imbéciles qu'on était, parce qu'on était très productivistes, béton, électricité, on croyait qu'à ça. Bon. Et c'est lui qui avait raison. Hein. Et c'était le premier candidat écolo. François Mitterrand avait fait un édito qui faisait pleurer de rire une partie du parti, où il disait que nous étions ceux qui n'acceptions pas l'oiseau qui s'asphyxie dans l'air, le poisson qui meurt dans l'eau. Alors bon, il y avait toutes sortes de gens qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires c'est pas le sujet. Vous savez bien, la science et la technique vont permettre de guérir les maux de la science et de la technique. C'est possible, mais en attendant, on n'a pas vu beaucoup jusque-là. Donc voilà ce que va être nous allons être le parti de l'eau, oui, parce que c'est le parti de la vie. Vous, monsieur, vous êtes fait à 70% d'eau. Et si vous en manque 2%, vous avez soif, et si vous en manque 12%, vous êtes mort. On ne peut pas rester comme ça. C'est une situation absurde. Je suis le seul homme politique dans ce pays, en guerre avec tous les médias, sauf quelques-uns, et avec un nombre considérable de journalistes qui considèrent que quotidiennement, il faut dire quelque chose contre moi. Bon, on va essayer de trouver... Bon, je suis bon garçon, je me dis, j'ai peut-être moi aussi exagéré, peut-être que si je m'y prends autrement, que je propose qu'on tourne la page, eux aussi vont se calmer. S'ils ne se calment pas, bon, on fera face. Mais alors, après, qu'on comprenne bien, moi je considère le système médiatique, mais ce qu'il y a de terrible avec votre profession, c'est quand on parle du système, vous vous sentez personnellement visé, quand on dit, bon, on va pas parler du système, on va parler de ceux qui font mal leur boulot, et vous vous sentez aussi visés tous, alors bon, on ne sait plus quoi faire. Donc prenons... Hein ? C'est une corporation, peut-être. Oui, oui, bon, comme souvent dans toutes les corporations, mais quand même, disons, à la décharge des journalistes, que c'est une corporation dans laquelle il y a des gens qui protestent contre le corporatisme, qui disent c'est pas acceptable, on peut pas réagir comme ça. Bon, alors je fais une tentative, mais c'est surtout que donc je continue à considérer le système médiatique comme la deuxième peau du système. Ne m'en veuillez pas, mais comme 90% des médias appartiennent à 9 personnes, je suis pas un poulet de l'année, quoi. Donc je sais très bien comment une ligne politique part du propriétaire jusqu'au dernier qui travaille. Bon, il n'y a pas besoin de téléphoner pour ça. Alors, mais on peut avoir une autre relation. Moi, je ne suis pas dérangé du tout par la rencontre, même un peu sévère, sur le fond des idées. Ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est l'interview traquenard, la manipulation, la guerre des mots, un mot et puis on déclenche un incident. Bon, voilà, c'est ça que je veux éviter. Pour le reste, je sais très bien que les journaux ne vont pas changer leur ligne éditoriale pour me faire plaisir. D'ailleurs, je ne leur demande pas. Je participe à certaines émissions plus volontiers qu'à d'autres, parce que c'est pas parce que les journalistes sont complaisants pour moi. C'est parce qu'ils ont une manière de faire avec moi qui n'est pas arrogante, qui n'est pas méprisante, et qui ne cherche pas à me pousser à la faute, qui essaye plutôt de dire « mais que raconte cet homme ?» Donc ça m'intéresse ce qu'il raconte, donc j'essaye de le lui faire dire le mieux possible, ce qui n'est pas simple, parce que je suis très bavard, comme vous le voyez, mais j'y arrive. Alors, voilà. Et puis ensuite, troisième élément, c'est la crainte. L'événement coupure des réseaux sociaux pour Trump, c'est un événement colossal, c'est un président en exercice. Donc, 2 boîtes privées décident que ce qu'il dit ne doit pas être entendu. Oh là là, si M. Trump, ils en déduisent, ils disent « cet homme est en train de faire un putsch », bon, je peux comprendre. En tant que citoyen américain, ils disent « nous, on n'aidera jamais à un putsch ». Mais si c'était un putsch,
alors allez au bout. Demandez la punition des putschistes, demandez, etc. Comme je dis en France, moi, ma conviction intime, profonde, est que les événements qui ont eu lieu aux États-Unis d'Amérique peuvent parfaitement avoir lieu en France, parce que les mêmes bandes organisées d'extrême droite existent là-bas, existent ici. Parce que M. Bannon, avant de s'en aller, faisait le tour d'Europe et distribuait de la money pour stimuler les gens. C'est Bannon qui a relancé l'extrême droite en Espagne. C'est Bannon qui voyait tous les groupes d'extrême droite qu'il a pu en Europe. Donc il ne faut pas me raconter d'histoire, je sais où on en est. Et quand on apprend que des groupes d'extrême droite s'arment, bon ben, il vous faut quoi de plus? Je vous signale d'ailleurs que la première commission d'enquête sur la dangerosité des groupes d'extrême droite, c'est nous qui l'avons déclenché, et pas pour rien. Ils se proposaient de me tuer. Donc, et puis bon, ils étaient arrêtés, ils étaient en prison. C'est pas juste, ils avaient écrit, comme les syndicats de police là, qui prétendaient m'éteindre comme une bougie. Non, mais ils avaient préparé un complot pour me tuer aussi, Castaner. Bon. Alors, voilà. Et c'est en me disant, bon, peut-être qu'il y a moyen de se comprendre avec tout ce secteur de la presse qui peut dire, bon, il y a des limites qu'on est ensemble d'accord pour protéger. Ça m'amène à vous dire que de toute façon, nous avons pris nos dispositions. Là maintenant, c'est le président du Mexique qui vient de se faire couper ses réseaux. Ça va, on a compris, les prochains, c'est nous. Déjà avant, on a eu Podemos qui s'est fait couper WhatsApp, on a eu Rafael Correa de l'Équateur qui s'est fait couper ses pages Facebook. Là, c'est AMLO. Donc on a créé notre propre réseau social. Et j'adjure mes amis d'aller sur noussomspour.fr pour s'inscrire sur le réseau social, parce que le jour où on sera coupé, les consignes passeront par là. Et quelques autres moyens que nous tenons secrets. Si, ça rend heureux. L'action et l'engagement politique rendent heureux. Bien sûr, à proportion des heureux d'être utile, heureux d'une sorte de magie qui fait que vous êtes connecté avec le plus infime fait à l'autre bout du monde, que vous y intéressez, que bon, vous saoulez tout le monde parce que ça vous intéresse, il n'y a que vous que ça intéresse, des fois. Mais non, ça rend heureux au sens de... Il y a la possibilité d'un accomplissement, au sens qu'on donne d'habitude dans sa vie. Des gens s'accomplissent de bien des manières. Hein. Les uns dans leur famille, les autres dans leur métier. Bon, l'engagement politique a été pour moi d'abord 90% de ma vie. Évidemment, il y a eu des moments de grande douleur, de souffrance. Je parle politique. Hein. Bon, encore aujourd'hui, ça me met mal quand je me rappelle l'assassinat de Salvador Allende. Bon, je ne peux pas regarder des images sur le meurtre de Patrice Lumumba sans être saisi, en quelque sorte, m'identifier à lui. Bon, donc c'est pas que des choses marrantes, hein, l'action politique, mais il y a cette possibilité d'accomplissement dans une forme magnifique, c'est avec tous les autres, vous êtes concernés partout. Le Tché disait d'une manière un peu bon, il faut le mettre dans le cadre, hein, le Tché, c'est à la fois des belles phrases et puis des choses qui, moi, m'ont fait pleurer de rire, tellement c'est bête. Sur la pâte à dentifrice socialiste, il faut quand même le lire, quoi. C'est absolument incroyable. Bon, il harangue les travailleurs en leur disant les gringos sont capables de faire du dentifrice mou et pourquoi pas nous. Enfin bon, c'est trop drôle, le socialisme et le dentifrice. Mais à côté de ça, il disait des choses très fortes sur la lutte de libération. Ça, il dit, moi, je ne serai jamais en repos tant qu'il restera une personne, quelque part, qui sera opprimée. Alors, je sais que ça peut paraître follement romanesque, mais la vie contient des aspects follement romanesques. Aimer quelqu'un et décider de vivre avec, c'est follement romanesque. Ça va contre toutes les évidences, hein, qui peuvent être suggérées par la vie. Alors, l'idée d'être en phase comme ça et concernée par tout ce qui compte, et puis ça, c'est dans le cœur humain, que voulez-vous. Regardez comment les gens se passionnent pour la condition animale. Alors tout le monde, on pourrait dire, oui, c'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est extraordinaire, non? Ça veut dire quelque chose dans un si grand nombre de gens qui est de la douceur du cœur, d'une disponibilité au monde. Ben voilà, c'est ça la politique. Et quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, moi qui avais exercé non-stop le pouvoir des idées, le pouvoir de la parole, enfin bon, après... et là, oui, j'ai aidé à améliorer les conditions de l'enseignement professionnel, donc de l'émergence des métiers. Surtout, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il m'a appris tellement de choses.
hein. Aussi bien les jeunes gens qui étaient dedans, que je ne connaissais pas, que les enseignants et tout ça. Non, c'est vraiment été un très beau moment de ma vie, et je sais que si un jour j'ai davantage de responsabilités, je saurais me souvenir de tout ce que j'ai appris là. Surtout de la leçon qu'ils m'ont donnée, c'est il n'y a rien sans le travail humain. Et le travail humain, il ne peut être de bonne qualité que si on est bien enseigné.